Eh bien salut, bonsoir à tous. On va attaquer notre deuxième sujet du jour pour notre nouveau format analyse qui est strictement le même qu'avant mais simplement avec un nom différent. Et on va parler du futur scandale sur l'énergie. Strictement le même qu'on a vécu ces deux dernières années, mais plus tard. Voilà, ça va être une réédition. Puisqu'ils n'ont strictement rien changé, eh bien tout va recommencer et c'est déjà sur les rails. Tout continue comme avant pour que rien ne change. Alors pour commencer, on va faire un point déjà sur le système actuel et sur le merveilleux système de l'AREN, l'accès régulé au nucléaire, puisque il se trouve qu'il y a eu des fraudes à l'électricité nucléaire et qu'un certain fournisseur d'électricité a été lourdement sanctionné et été condamné. Donc on va voir un petit peu tout ça. On va revenir sur le merdier actuel autour du marché européen de l'électricité. On va voir les conséquences sur les prix, sur le risque de fraude. On va voir comment l'histoire va être amenée à se répéter. Donc pour commencer, il faut refaire un point sur ce qu'est l'AREN. On va faire un point vite fait, parce qu'on en a beaucoup parlé dans d'autres vidéos. Voilà, si vous voulez passer cette partie, normalement je mettrai des chapitres dans la vidéo. Donc pour rappel, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique permet aux fournisseurs alternatifs d'énergie d'avoir accès à moindre frais à une partie de la production d'électricité nucléaire d'EDF. C'est pour qu'ils puissent être concurrenciables. On nous rappelle ici qu'en France, selon les données 2020 RTE, 67,1% du mix énergétique est assuré par l'énergie nucléaire. Donc, il faut que 67,1% de l'électricité proposée par les fournisseurs alternatifs proviennent du nucléaire pour qu'ils jouent à jeu égal avec EDF, qui a le monopole sur le nucléaire. La totalité du parc nucléaire est donc exploitée par EDF, le fournisseur historique d'électricité. C'est la raison pour laquelle les autorités publiques ont mis en place l'AREN via la fameuse loi NOM. Et donc cette AREN marche avec un guichet. Ici on nous rappelle que le prix de l'AREN était de 42 € par mégawattheure en 2024. C'est le même depuis 2012. Le plafond de l'AREN est à 100 TWh d'électricité par an. Le relèvement de ce plafond est souvent demandé par les fournisseurs alternatifs et ça correspondait au je crois le tiers de la production d'électricité d'EDF à peu près. Donc les fournisseurs alternatifs, annuellement, auprès de la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, ils font leur demande d'AREN, en fonction du nombre de clients qu'ils ont, ils présentent leur quota, leur demande, et puis ils vont être servis ou pas, ça dépend du plafond, puisqu'il y a un principe d'écrêtement qui va s'appliquer à partir du moment où la demande d'AREN de tous les fournisseurs dépasse les 100 TWh, on va devoir répartir l'énergie. Donc c'est ce qui s'est passé au 1er décembre 2023, par exemple, suite au guichet AREN. La CRE a fait savoir que les fournisseurs alternatifs ont formulé une demande totale de 130 TWh. Donc le taux d'écrêtement d'AREN en 2024 était à 23%. Ça veut dire que chaque fournisseur reçoit 76,68% de son droit d'AREN. Donc, en théorie, et ça a fonctionné comme ça pendant des années, c'est-à-dire que les demandes d'AREN étaient inférieures au plafond, parce qu'il n'y avait pas autant de fournisseurs alternatifs, et les prix n'étaient pas aussi élevés sur les marchés, donc ça les intéressait moins, bref. Donc ils reçoivent une part d'AREN, et puis ils vont acheter le reste sur les marchés. Or, depuis quelques années, on a des demandes d'AREN supérieures au plafond, donc il y a un écrêtement tel que je vous ai décrit qui s'applique, et ça signifie qu'après écrêtement, ils se retrouvent avec une part d'électricité qu'ils vont acheter sur le marché qui est en croissance, qui augmente. Et ça va avoir des conséquences sur la formation des prix. Voilà, donc ici on a un petit historique. Évidemment, en 2022, il y a eu une demande historique d'AREN pour 160 TWh, et puis ça a un petit peu diminué, et puis voilà, en 2024, on n'est plus qu'à 130. Ça les intéresse moins. Est-ce qu'ils ont moins de clients? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? On va voir. Donc comme nous l'avons dit, l'AREN est plafonnée à 100 TWh. Lorsque les demandes excèdent la quantité prévue par l'État, les fournisseurs sont obligés d'aller se fournir ailleurs. Comme l'explique EDF, chaque fournisseur compense le volume d'AREN écrété en achetant ce volume d'électricité, donc la part manquante, au prix du marché. Le prix du contrat de fourniture est donc modifié pour tenir compte de ces achats complémentaires sur le volume écrété. Ils peuvent aller négocier des prix avec des producteurs d'énergie verte ou passer par les marchés de gros. Bien souvent, les prix sont plus élevés. Dès lors, un écrêtement de l'AREN se traduit la plupart du temps par une hausse des factures d'électricité. C'est pourquoi de nombreux fournisseurs engagent l'État à relever le plafond à 150 TWh. Et pourquoi pas 4000 pendant qu'on y est, hein? Qu'à vous filer toute l'électricité nucléaire à prix coûtant.
est même déficitaire. Parce qu'on a vu que le prix n'a pas bougé depuis 2012 à 42 € le mégawattheure, c'est en dessous des coûts de production, quoi. Bref. Tout ça pour leur permettre d'obtenir 100% de leurs demandes et stabiliser les prix. Alors c'est pas 100% de l'électricité qu'ils fournissent à leurs clients, hein, on avait vu. C'est seulement pour profiter de la part de l'électricité nucléaire dont bénéficie EDF. Où est passé ce foutu graphique? Ici, voilà. Le schéma normal, c'est qu'il y a la part de nucléaire, c'est-à-dire en gros les 2/3, et puis ils vont se fournir sur le reste sur les marchés, mais évidemment, quand on dépasse le plafond, ils vont acheter davantage d'électricité sur le marché, et ça a une conséquence sur les prix, et y compris sur le calcul du TRVE, le tarif réglementé d'électricité, sur lequel s'alignent ensuite de nombreux autres prix et offres sur le marché. Et on avait ici, c'était la date, c'était en 2023, la CLCV, Association de consommateurs et d'usagers, a fait un recours devant le Conseil d'État pour contester la manière dont la CRE a fixé le TRVE, ça commence à faire beaucoup d'acronymes, donc fixé le tarif réglementé d'électricité, et ils ont contesté en fait la quantité, le guichet d'Arenh en fait. Donc on nous explique que dans le cas présent, la Commission de régulation de l'énergie a accrédité une trop forte demande d'Arenh qui est venue accroître de façon excessive le TRV, parce que le TRV est calculé de manière à pouvoir être concurrentiel par les fournisseurs alternatifs. Il faut qu'ils puissent le proposer. Donc, plus ils vont sur les marchés, plus les prix, plus leurs coûts vont augmenter. Donc plus le TRV doit augmenter en conséquence. La CLCV a calculé que pour 2022, la demande d'Arenh accréditée par la CRE, donc 160 TWh, était trop élevée de 24 TWh. Le besoin réel des fournisseurs alternatifs était de 136 sur la base des volumes effectivement distribués en 2022. L'impact sur le tarif réglementé calculé par la CRE, soit avant le bouclier, était de 16%, donc enfin 16 points en 2022, ce qui est considérable. Pour 2023, en première estimation, la surestimation du guichet Arenh est de l'ordre de 12 TWh et aurait un impact de l'ordre de 5%, enfin 5 points, sur l'augmentation du TRV. Il faut souligner qu'en 2023, le bouclier tarifaire est venu plafonner la hausse des prix, la hausse du tarif réglementé de 15%. L'augmentation, sinon, aurait été plus importante et aurait suivi le calcul, si on avait suivi le calcul de la CRE, plus 99%. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que 2022-2023, l'État a payé la moitié des factures d'électricité des gens. Et ici, donc le calcul de la CRE donnait une augmentation du tarif de plus 99%, donc un doublement. Et parmi ces 99 points de hausse, eh bien tu en as 16 en 2022 plus 5 en 2023, donc approximativement 22 points de hausse, parce que je compte aussi le 5% sur les 16. 21, 22, 23 points de hausse du tarif réglementé qui est lié uniquement à des demandes excessives d'Arenh auprès du guichet. Et comme la Commission de régulation d'énergie considère qu'ils ont fait des demandes d'Arenh qui n'ont pas été satisfaites, donc ils vont aller se fournir sur le marché, donc ils auront des coûts en hausse, et donc il faut augmenter le TRV, eh bien il y en a pour 25 points de hausse du tarif réglementé, qui est une fraude, qui est issue d'une fraude. Ça, j'en avais d'ailleurs déjà parlé dans une autre vidéo. Donc on voit ici que les fournisseurs alternatifs ont intérêt à surdéclarer leurs demandes depuis qu'il y a un dépassement du plafond, puisqu'il y a un écrêtement après. Donc plus ils en demandent, plus ils peuvent en recevoir, mais plus ils en demandent, plus ils font monter aussi le TRV. Donc ils ont un intérêt spécial à faire des demandes excessives, soit pour en obtenir plus que leurs concurrents, soit pour augmenter le TRV. Et d'ailleurs, vous pouvez voir ici l'évolution du tarif réglementé d'électricité depuis 2002, qui commence à 11 centimes du kilowattheure, donc en gros 111 € le mégawattheure, et qui monte à 250 en 2024. Et ça, c'est sans les boucliers tarifaires. Parce qu'ici, on nous dit bien que le calcul de la CRE indiquait une augmentation du TRV de 99%. Dans les faits, cette augmentation a eu lieu, mais c'est l'État qui a payé. Ils ont plafonné à la hausse à 15%, et l'écart entre le plus 99 et le plus 15 qui a réellement été appliqué, c'est l'État qui a payé. C'est ça les boucliers tarifaires. Hein. Et derrière, ça se retrouve en endettement. Fraude à l'électricité nucléaire, Home Energy, ce petit concurrent d'EDF lourdement sanctionné. Ah, ça, c'était récemment, 15 juillet 2024. Avec une amende de 6 millions d'euros, record pour ce type de dossier, le régulateur de l'énergie a voulu frapper fort contre Home Energy, ce fournisseur accusé d'avoir abusé du système de vente de l'électricité nucléaire d'EDF à prix cassé pendant la crise de l'énergie. 2 enquêtes sur des abus similaires chez d'autres fournisseurs sont en cours.
Tout ça est extrêmement symbolique. Voilà, on va se féliciter de la sanction, on est content. Évidemment, on reste dans ce système complètement zinzin. Donc ils ont abusé du quota nucléaire. On nous explique en bas ce qu'ils ont fait. En fait, ce qui est reproché à Home Energy, c'est d'avoir délibérément gonflé la taille de son portefeuille client grâce à des tarifs de contrat très attractifs et destinés à lui permettre d'engranger d'importants quotas d'électricité nucléaire bon marché via la régulation ARENH. Or, avant l'hiver, et alors que les prix de l'électricité se sont mis à flamber, Home Energy se serait délesté de ses nouveaux clients au moyen de hausses de prix afin de vendre cette électricité nucléaire à des prix bien plus attractifs sur le marché de gros de l'électricité. Dans sa décision, la CRE estime que la société Home a eu une approche systématiquement majorante de ses besoins d'électricité dans le cadre du dispositif ARENH. Elle pointe aussi qu'à l'entrée de l'hiver 21-22, et surtout 22-23, on va voir pourquoi, la société s'est séparée des clients qu'elle avait acquis massivement en début d'année pour vendre sur les marchés haussiers l'électricité correspondante. Évidemment, Home Energy a fait un appel devant le Conseil d'État. Elle se défend d'avoir eu de telles pratiques commerciales. Nous n'avons jamais procédé à la moindre résiliation de contrat de fourniture. Bah non, ils ont poussé les clients à la sortie. Home Energy a seulement prévenu ses clients lors de la crise énergétique, à 2 reprises, qu'elle était contrainte, comme la très grande majorité des fournisseurs alternatifs, d'augmenter ses prix, ce que ses conditions contractuelles l'autorisaient à faire. Voilà. Donc ils ont été condamnés, mais ils vont faire appel, et à la fin, c'était dans les contrats. Donc tout ça a l'air d'être une pitrerie qui, essentiellement pour faire croire qu'on a sanctionné les abus. Voilà, la vente d'électricité nucléaire à prix bas n'est pas avérée non plus, parce que comment on fait le distinguo entre ce qui est l'électricité nucléaire et le reste des contrats, enfin bref. Donc ils n'ont rien fait, on est au courant de rien. Voilà. Fabien Gay, en août 2022, dénonçait ce type d'arnaque. Augmentation significative de l'acteur alternatif Home Energy. Pourtant, l'augmentation du volume de l'ARENH votée en juillet par le Parlement ne devait-il pas protéger le consommateur? Parce qu'ils ont fait un décret spécial qui a permis d'augmenter le plafond de l'ARENH de 100 TWh à 126 en 2022, 2023 aussi, je crois. Donc le plafond a été augmenté exceptionnellement, là on est revenu à 100 TWh. Et tout ça devait permettre de fournir plus d'énergie à bas prix aux fournisseurs alternatifs et limiter la hausse de leur prix. On se souvient d'ailleurs que ça avait conduit à une dépense exceptionnelle chez EDF, parce que EDF avait déjà vendu son électricité sur le marché en 2021. Fin 2021, début 2022, explosion des prix sur les marchés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, écoutez, on va augmenter le volume d'électricité nucléaire à prix ARENH. Sauf que EDF avait déjà vendu cette électricité avant. Donc ils ont dû racheter leur propre électricité qu'ils avaient vendue à des prix de marché standards au cours de l'année 2021, mais ils l'ont rachetée à des prix inzoulibards en 2022 pour la donner à 42 € à leurs concurrents. Un truc complètement con. J'en avais parlé, c'était l'une des premières vidéos que j'avais fait sur le sujet. La première d'ailleurs. Ça avait coûté 8 milliards à EDF. Ils avaient réussi à foutre la boîte en faillite en fait. Tout ça pour transférer de l'argent de EDF vers les fournisseurs alternatifs et essayer que ceux-ci n'augmentent pas trop leur prix parce que ça a des conséquences sur la vie des gens et des entreprises. Et qu'est-ce qu'on voit? Que Home Energy, finalement, ils font péter les prix pour virer les clients et vendre l'électricité à nouveau sur les marchés. Donc vous voyez un petit peu le truc de dingue. EDF se ruine pour fournir de l'électricité à 42 € à ces entreprises, qui ensuite gardent les contrats à 42 € et les revendent au prix fort sur le marché. Et virent les clients. Et ces clients, ils vont où? Ils vont chez EDF. Donc EDF rachète une nouvelle fois son électricité au prix fort, celle qu'elle a vendue à 42 €. Donc il y a des contrats qui ont été vendus en 2021 pas cher, rachetés très cher pour être donnés à 42 € et peut-être achetés, enfin des trucs zinzin quoi. Tu peux faire ce genre d'aller-retour quoi. Bref, donc Fabien Gay, ça a été l'un des rares à avoir dénoncé ce genre de carabistouille, et on avait Agnès Pannier-Nul à chier, toujours fidèle à elle-même, qui expliquait que tout ça était des fadaises, qu'il y avait plusieurs contrats d'électricité, plusieurs situations, c'est compliqué, c'est pas ce que vous dites, voilà. Et finalement, Home Energy est bien condamné à 6 millions d'euros pour avoir abusé du système. On prend des clients pas chers au début de l'année, on encaisse les quotas d'ARENH, et puis on constate que les prix à la fin de l'année sont beaucoup plus élevés qu'au début. Chers clients, vous comprenez, on va devoir vous faire passer des hausses de prix. Oh, vous voulez plus rester chez nous? C'est vraiment dommage. Eh ben, on va garder vos contrats. On vous avait dans notre portefeuille de clients, on a obtenu des quotas d'ARENH. Eh ben, on va aller les revendre au prix fort. Et ce qui est drôle, c'est que souvent, ces clients, ils se retrouvent chez EDF,
Et EDF doit ensuite racheter de l'électricité, correspondant à ses clients. Elle les rachète aux fournisseurs alternatifs qui ont spéculé, quoi. Bref. Voyons un petit peu l'évolution du prix de l'électricité pour comprendre ce qui a bien pu se passer et ce qui se passe en ce moment. Il y en a marre de l'électricité, retour à la lampe à huile. Ok, donc là, on est sur la période du 1er au 31 juillet 2024 et on va regarder les prix pour différentes années. Et on voit qu'actuellement, les prix de l'électricité sont assez bas, hein, surtout par rapport à ce qui s'est passé en 22. Donc le graphique va de 0, 50, 100. Et on voit qu'on oscille quand même assez fortement, parfois même en zone négative. On oscille entre 0 et 100. Une moyenne est autour de 60 euros le mégawattheure depuis le début de l'année, on va voir ça. On a quand même eu un prix ici à moins 73 euros le mégawattheure. C'est dû au fait que le parc nucléaire a entièrement redémarré, qu'on a eu un hiver assez doux et que les énergies renouvelables fonctionnent assez bien depuis le début de l'année. On va regarder à différentes années. 2019, quels étaient les prix? Donc là, on a des prix qui étaient assez bas en 2019. La première semaine, on était carrément autour de 30 euros. 40 euros sur la deuxième semaine de juillet. Un peu plus élevé, plutôt autour de 50, 60 euros sur la fin du mois. Donc là, on a eu des années, notamment 2015-2016, où des fournisseurs alternatifs ne prenaient même pas les quotas d'Arenh parce que c'était plus intéressant d'aller sur le marché. On verra que ça peut avoir des conséquences sur les investissements dans le système de production d'énergie, parce que ces gens foutent rien. Les fournisseurs alternatifs, ils achètent, ils vendent, voilà. Et puis ils vont au moins cher. Mais c'est vrai que quand tu es dans une situation telle que la première semaine là, de juillet, tu peux te dire, on fonctionne au marché, c'est moins cher. 20, 30, 40. Est-ce qu'on va acheter de l'électricité de l'Arenh à 42 euros? C'est au-dessus. Donc en moyenne, c'était moins cher que l'Arenh pour cette semaine de juillet. Donc il peut y en avoir comme ça qui se disent, on va acheter au jour le jour. Voilà. En 2020, qu'est-ce qui s'était passé? Là aussi, c'était vraiment pas cher en 2020, évidemment, puisque l'activité économique n'était pas forcément au plus haut. Donc là, on est quasiment systématiquement en dessous de 40 euros le mégawattheure, avec aussi une phase négative. 2021, là, les prix sont plus élevés. Reprise de l'activité après le Covid, fin des confinements. Si on regarde en plus après novembre, décembre, c'est là que ça commence à partir vraiment en sucette, mais déjà on est systématiquement entre une fourchette de entre 80 et 100 euros le mégawattheure sur quasiment tout le mois. On voit que ça chute ici à la fin du mois, c'est peut-être les énergies renouvelables, ou les gens sont peut-être partis en vacances. 2022, alors là c'est zinzin. Là on est chez les fous, il n'y a rien en dessous de 100 euros, systématiquement au-dessus de 100. Une fourchette moyenne entre 300 et 400 euros les 2 premières semaines. La troisième semaine, on passe à des pics à 800 euros. Là, on est entre 500 et 600 essentiellement. Idem pour la dernière semaine. Et donc là, c'est très intéressant d'avoir des quotas d'Arenh. Et puis 2023, ça commence à se calmer. Ça s'est fortement calmé entre 50 et 100 euros au cours du mois. Donc on voit comment en 2019, on avait des prix relativement faibles sur les marchés spot, au jour le jour, inférieurs à 50 euros le mégawattheure. Explosion des prix à partir de fin 2021, 2022, début 2023 aussi. Et puis ensuite, ça diminue. Et on revient progressivement à la normale avec 2023 entre 50 et 100. Et 2024, où on est... ça c'est aussi... c'est plus fluctuant. Voilà, autour de 50 euros le mégawattheure. Et on revient à la normale. Mais vous allez voir que ce n'est pas forcément le cas sur les factures. Électricité, le gouvernement renonce à appliquer l'augmentation des prix prévue au 1er août. Donc au début du mois, il devait y avoir une petite augmentation. C'est pas vraiment l'électricité, en fait, c'est le TURP, la partie du prix qui sert à financer le réseau. C'était une petite augmentation de 4,8%, je crois, oui c'est ça, et qui devait être répercutée ensuite. La hausse aurait été de 4,8% pour le distributeur Enedis, et aurait été répercuté par une augmentation de 1% pour les consommateurs. Donc ça, c'est pas grand-chose. C'est juste l'augmentation des coûts du réseau qui, d'ailleurs, le raccordement des multiples énergies renouvelables a tendance à faire augmenter le TURP. Je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo de la répartition du prix de l'électricité. Avant, il y avait un tiers de TURP, donc cette partie-là, un tiers de taxes diverses et un tiers de fourniture d'électricité. Et c'était comme ça, globalement, qu'était composé le prix de l'électricité. Et suite à l'augmentation zinzin, ça c'est le TRV, le tarif réglementé. Suite à l'augmentation zinzin des prix de l'électricité, le poids de la fourniture, comme on peut le voir, a commencé à prendre de l'ampleur en proportion sur le tarif.
Et puis, on peut voir ici que l'assise, alors l'assise, comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, c'est la TICPE ou CSPE, ça a changé plusieurs fois de nom, et ils l'ont renommé encore une fois assise. C'est la taxe qui sert essentiellement à financer les énergies renouvelables. Voilà un peu la composition, on y revient parce que Bruno Le Maire nous promet cette fois une vraie baisse du prix de l'électricité. Il promet une baisse entre 10 et 15% au 1er février 2025, parce que le TRV est calculé une fois par an. Il a été calculé pour 2024, en hausse, alors que les prix d'électricité étaient en baisse. Vous allez comprendre pourquoi. Et donc il faudra attendre l'année prochaine. Une baisse donc à retardement, parce que la promesse de Bruno repose sur la baisse attendue du coût de fourniture qui se compose lui-même en 2 parties. La part ARENH, donc que j'ai largement décrit, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, donc qui est à 42 €, qui est là stable depuis 2012, donc c'est pas ici que se situe l'augmentation. En plus, la part d'ARENH, qui était plafonnée à 100 TWh, était passée à 126, donc il y a même eu une augmentation de la proportion d'électricité subventionnée. Par contre, il y a une autre part qui est dite de complément de marché, et qui, elle, a tendance à évoluer. En effet, dans cette partie, le prix du mégawattheure correspond à la moyenne des prix observés sur le marché de gros, donc là où l'électricité est négociée, là où ils vont acheter leur surplus. Donc pour fixer le TRV au 1er février 2024, la CRE a pris en compte la moyenne des prix de gros de 2023 et 2022, années pendant lesquelles les prix étaient très élevés. Pour rappel, en 2022, le prix moyen observé sur le marché spot a dépassé les 276 € du mégawattheure, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le graphique. Ce mode de calcul a l'avantage d'être protecteur pendant une crise, car cela permet de lisser la hausse des prix, sauf qu'on compense par des boucliers tarifaires à la con, donc à la fin ça se paye sur les finances publiques, mais une fois la crise terminée, les prix mettent plus de temps à baisser. Oui, sauf que les prix d'achat baissent très vite, mais le TRV baisse lentement, et donc entre-temps, il y a des marges à se faire. Voilà. C'est toujours pareil, quand les prix augmentent, la hausse est répercutée tout de suite, et quand les prix baissent, vous comprenez, il faut qu'on vende ce qu'on a déjà acheté plus tôt, il faudra attendre un petit peu. Donc en 2025, le régulateur du secteur n'intégrera plus les prix de gros de 2022 dans le calcul, ça se fera sur la moyenne des prix en 2023 et 2024. Or, les prix d'électricité ont baissé en 2023 et en 2024, ils ont carrément chuté. Ce qui va avoir une autre conséquence très drôle, comme on va le voir. Sur le marché spot français, ils oscillent en moyenne entre 40 et 60 € du mégawattheure, des niveaux bien en deçà de ceux observés chez nos voisins allemands. Tiens, c'est vrai ça? Ils sont où les Allemands là? Ah oui. Coup dur pour l'Allemagne qui est c'est très variable. Entre 50 et 150 essentiellement. Une moyenne semble se dégager autour de 90-100. L'industrie va encore en prendre un coup. Alors les prix sont très bas pour 2 raisons en 2024. D'une part parce qu'il y a plus de nucléaire disponible, ce qui permet de moins faire appel aux compléments de production reposant sur les énergies fossiles. Ensuite, la production des renouvelables est très abondante, ce qui conduit à observer régulièrement des prix négatifs sur les marchés. Le complément de marché dans le TRV, calculé en février 2025, devrait donc être beaucoup moins élevé que le complément de marché calculé par le TRV en 2024. Si on reprend ce petit graphique sur la fourniture d'électricité qui avant pesait 1/3 et est passé à 54%, l'augmentation considérable de la proportion du poids de la fourniture dans la définition du prix est liée à une fraction de la fourniture qui est celle qui est le complément qu'ils vont chercher sur les marchés. Donc il y a les 2/3 de la fourniture qui est en fait à prix fixe à 42 qui n'a pas bougé, et c'est le tiers restant qui a fait exploser le poids de la fourniture dans le prix de l'électricité. Donc l'augmentation des prix est totalement liée à ce système complètement débile de fournisseurs alternatifs. Et au système de l'ARENH, qui non seulement est une fraude en soi, mais permet des fraudes en plus. Donc ça, c'est déjà une dinguerie. Autre truc incroyable, le nucléaire, effectivement, en 2022, coup du sort, il y avait des problèmes de corrosion et il avait fallu mettre à l'arrêt des centrales nucléaires au moment où on en avait le plus besoin. Ces centrales ont été réparées, entretenues, ont redémarré, et on se retrouve avec un parc avec un fort taux de disponibilité du nucléaire en 2024. À un moment, on n'en a plus besoin, parce que les énergies renouvelables se sont mis à produire, il n'y a plus de tension sur la fourniture du gaz, et c'est à tel point qu'on a mis une centrale en maintenance alors que ce n'était pas prévu. Début 2024, on a fermé une centrale nucléaire.
J'en avais parlé dans une précédente vidéo, mais c'est toujours bien de faire un rappel. Vous vous souvenez de ce producteur breton de briquettes de chauffage, là, qui a fait un crowdfunding pour payer sa facture d'électricité parce qu'elle avait fait x10. Il avait renégocié son contrat avec son fournisseur au mauvais moment, ou je sais pas quoi, et il se retrouvait avec des prix très élevés, qui étaient restés très élevés, et qui étaient en train de faire couler sa boîte. Et dans le même temps, on ferme une centrale parce qu'on a trop d'énergie. Ils avaient avancé le calendrier de maintenance parce qu'ils se sont dit autant le faire maintenant. On sait qu'on n'a pas besoin d'autant d'électricité. Peut-être que au moment où on avait prévu de faire la maintenance, on en aura besoin, au moins la centrale sera disponible. Voilà. Mais le mec, sa boîte coule parce que l'électricité est trop chère. J'avais fait une vidéo là-dessus, c'était ironique, quoi. Il était ruiné par une électricité abondante. Donc première dinguerie. La deuxième, ça va être sur le renouvelable. On y vient. Et justement, il est temps de parler du retour de la TICFE, la fameuse taxe, enfin l'assise, que l'on voit ici sur le graphique à 7%, qui est en fait qu'une proportion, parce qu'ils l'ont supprimée, vous allez comprendre pourquoi, et ils la remettent progressivement. Alors, 2 nuances sont à apporter à la promesse politique de Bruno. D'abord, celle-ci repose sur l'hypothèse que les prix de marché resteront faibles au cours des 6 prochains mois. Comment ça? On n'est pas foutu de savoir ce qu'on va payer dans les 6 prochains mois. Bah non, en fait, parce que les acteurs n'anticipent pas de flambée au second semestre, hors événement exceptionnel. Il n'existe aucune certitude. On ne s'attend pas à ce que les prix d'électricité sur les marchés de gros remontent, mais on ne peut pas exclure d'éventuels problèmes sur le nucléaire ou le risque que le prix du gaz se mette à monter. Voilà, on est complètement tributaire et esclave de la spéculation. Et derrière, ça a des conséquences graves, comme on a pu le voir, sur le tissu économique ou sur la capacité des gens à simplement vivre normalement dans notre société moderne, où l'électricité et le chauffage sont considérés comme des biens de première nécessité. Le hasard fera que oui ou non, on aura des prix abordables sur l'électricité. C'est débile parce que l'essentiel des moyens de production en France, le nucléaire et les barrages, sont parfaitement prévisibles, avec un coût parfaitement prévisible et planifiable. Les coûts de production n'ont pas changé, ils sont stables et prévisibles. Mais on se retrouve avec un marché de l'électricité à la vente qui est instable et imprévisible et spéculatif et volatile. C'est dingue. Et il est hors de question de changer ça. Ben non. Hein. On peut se faire du fric avec. Bref. D'autre part, il faut que cette baisse de la part de complément de marché compense la hausse prévue de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, la TICFE, qui a été rebaptisée assise. En effet, cette taxe avait été drastiquement abaissée dans le cadre du bouclier tarifaire, mis en place à l'automne 2021 afin de protéger les consommateurs de la flambée des prix. Mais dans l'optique de sortir complètement du bouclier, l'exécutif avait annoncé le rétablissement de cette taxe à 32 € le mégawattheure en février 2025, après l'avoir déjà remonté à un premier palier de 21 € en février dernier, conduisant donc à une hausse moyenne de la facture de 10%. Voilà, du côté de Bercy, on n'a aucun doute que tout va bien se passer, nous sommes très heureux. Donc effectivement, la part de complément variable a toutes les chances de baisser en 2025, puisqu'ici, vous avez l'évolution des prix d'électricité, en euros par mégawattheure, pour différentes maturités. C'est pour ça que ce graphique est assez intéressant. Prix pour 2024, 2025, 2026 et 2027. Vous avez les prix pour chaque jour pour les différentes maturités. Vous pouvez voir que début 2023, on était encore à des prix assez élevés pour les contrats de 2024, donc il valait mieux attendre, quoi. Mais depuis le début de l'année, on a vraiment vu un tassement des prix pour toutes les maturités, et on a des contrats qui sont, surtout pour les maturités au-delà de 2025, qui sont en dessous de 70 € le mégawattheure. Donc tout ça s'explique. Voilà, c'est ça. Le prix d'électricité pour une livraison 2025 se situe autour de la barre des 70 € le mégawattheure. Donc il y a toutes les chances pour que la part de la fourniture dans le prix d'électricité diminue drastiquement, effectivement. En cause, production d'électricité renouvelable satisfaisante, retour de la production nucléaire, mise en service de Flamanville, stabilisation des volumes de gaz qui arrivent en Europe. Donc ça veut bien dire que ceux qui ont déstabilisé l'arrivée des volumes de gaz sont responsables de la hausse des prix. Volatilité du prix des CO2 sur les marchés carbone. Tiens, on revient un peu sur le sujet d'Uralex. Effectivement, il y avait eu un effet d'explosion des prix d'électricité, notamment en Allemagne, à cause aussi des quotas de CO2 sur les centrales à charbon et à gaz. Et tout ça, on le retrouve après dans les prix d'électricité, y compris en France, parce que l'électricité que nos fournisseurs alternatifs achètent, ils l'achètent au niveau européen. Ils ne l'achètent pas forcément à des entreprises françaises, à des producteurs français. Ils l'achètent au niveau européen, sur le marché européen, tout ça est interconnecté, n'est-ce pas ?
Et donc, vous allez vous retrouver avec des centrales qui non seulement utilisent des énergies fossiles, dont le prix peut varier, et qui vont être soumis à des quotas de CO2. Et ça, ensuite, ça va définir le prix spot, qui ensuite va avoir une influence sur tous les autres prix, toutes les autres maturités. Sauf qu'en France, on a l'électricité la plus décarbonée d'Europe, essentiellement produite à coup de barrages et de centrales nucléaires. Mais notre prix d'électricité va intégrer l'état des besoins en crédit carbone des autres pays européens. C'est complètement con. C'est débile à tous les étages. Bref, on a donc effectivement une chute importante des prix de l'électricité sur les marchés. Et c'est ça qui est drôle. Résultat, les énergies renouvelables coûteront 6 fois plus cher que prévu à l'État. Comment? Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Une fois le bouclier tarifaire terminé, le gouvernement pensait s'alléger d'importantes charges sur l'énergie. C'était sans compter le retour d'un soutien important aux renouvelables, alors que les prix de marché baissent davantage que prévu. Les prix baissent, ça nous coûte plus cher. Encore une mauvaise nouvelle pour les finances publiques. Alors que l'État n'avait pas capté les surprofits escomptés des énergéticiens pendant la crise 22-23, le fameux surprofit de 30 milliards qu'on ne reverra jamais, estimé d'ailleurs. D'ailleurs, la totalité du profit de ces entreprises doit être considérée comme du surprofit parce qu'il ne vient que du vol de l'électricité d'EDF et de la spéculation sur les marchés et de l'augmentation ensuite des prix des factures des Français pour des raisons complètement stupides de maintien d'une concurrence complètement factice. C'était ce que dénonçait d'ailleurs la CLCV ici, qui considère que le mécanisme de l'Arenh, dont l'existence est prévue jusqu'en 2025, déstabilise profondément le tarif réglementé de vente et accroît les mauvaises pratiques sur le marché de détail. Sa suppression en 2026 serait l'hypothèse la plus souhaitable, et à défaut, une réforme radicale du dispositif est nécessaire. La suppression du principe pour faire vivre la concurrence, augmentons le tarif réglementé de vente, est encore plus indispensable. Donc, les surprofits, en fait, c'est la totalité du profit de ces gens qui doit être considéré comme indu. Voilà. Mais alors en plus, ils se font du beurre sur la spéculation et quand l'État dit on va taxer les surprofits pour ensuite financer le bouclier tarifaire et tout ça à la fin formera une boucle de bureaucratie et de bordel infini et de complexification, mais on va s'y retrouver. Ben non, il y a 30 milliards qui sont passés à la benne. Donc, encore une mauvaise nouvelle, il touchera également moins que prévu en 2024. En effet, la baisse des prix des marchés de l'électricité que l'on observe depuis plusieurs mois l'oblige désormais à soutenir davantage les producteurs d'énergie renouvelable. Résultat, les charges qu'il devra compenser, les montants à rembourser à ses opérateurs, s'élèvent à 4,2 milliards d'euros sur l'année, a fait savoir ce mardi à Creux, soit 3,5 milliards de plus que ses prévisions initiales qui datent de juillet dernier et misaient sur une dépense de 647 millions pour toute l'année 2024. C'est la conséquence des contrats de soutien aux renouvelables qui sont passés avec l'État. On nous l'explique bien ici. Une bonne partie des infrastructures, l'éolien, le solaire, le biogaz aussi, elles se retrouvent sous contrat dit de complément de rémunération, afin de ne pas subir la volatilité de la bourse d'échange. Vous savez, on a créé une bourse, puis ensuite on crée de la volatilité, et on crée des compléments de rémunération pour éviter la volatilité. Ça me fatigue. Alors comment ça marche? Il y a un prix cible pour la vente d'électricité des producteurs d'énergie renouvelable, appelé prix strike price. Il est défini lors d'un appel d'offres, donc tout ça est défini par contrat. Dès le début, ils savent combien ils vont gagner. Si les cours du marché tombent en dessous de ce montant, qui est proche de leur coût de production, l'État se doit de leur rembourser la différence, et ce afin d'éviter qu'ils ne vendent à perte sur les marchés. A l'inverse, lorsque les coûts de marché dépassent ce strike price, les producteurs doivent restituer le surplus à la puissance publique pour éviter tout super profit. C'est pour cette raison qu'en 2023, alors que donc c'est pas proche des coûts de production en fait, c'est les coûts de production plus une marge intéressante pour que les gens viennent poser des panneaux solaires et des éoliennes. Voilà. Par contre, au-delà de ce prix, ils sont censés restituer l'argent. Donc c'est pour cette raison qu'en 2023, alors que les cours avaient explosé à des niveaux jamais vus, l'éolien terrestre a rapporté plus de 3 millions d'euros aux finances publiques. C'est une conception de bénéfice qui est là aussi extrêmement vénézuélienne. C'est comme le sauvetage de Duralex. Voilà, ça rapporte... Non, ça a évité qu'une partie de la production d'électricité soit vendue au prix du marché et donc au-delà des prix des contrats. Non, c'est un problème qui n'aurait jamais dû exister, cette augmentation, cette spéculation sur les prix de l'électricité, puisque, je le rappelle, l'essentiel est produit
par du nucléaire et des barrages à des coûts de production qui n'ont pas bougé en 2022-2023, extrêmement peu, parce qu'il y a eu un petit peu plus de gaz utilisé et de charbon, il est vrai, puisque le nucléaire était un peu en carafe. Il y avait eu une augmentation, c'était ce qu'on voyait d'ailleurs dans le rapport de la Cour des comptes sur les surprofits, que les coûts de production avaient augmenté de 10-15% sur la période, mais que les prix de vente avaient augmenté de plus de 100%. Bon, il y a eu un surprofit. Donc la crise énergétique, ça aurait dû être 10-15% d'augmentation. Pas une multiplication par 10 des factures. Voilà. Et donc on aurait dû rester en dessous. Le prix moyen, le coût de production moyen en France était en fait en dessous de la plupart des coûts de production des énergies renouvelables. Et donc on n'aurait jamais dû être dans cette situation où l'éolien terrestre rapporte, entre guillemets, 3 millions. C'est par rapport au prix de marché qui se sont envolés à 600 € le mégawattheure parce qu'il y a eu de la spéculation. Et ensuite, ils te calculent un prix entre les prix spéculatifs et puis les prix administrés, et ils disent on a gagné de l'argent. Non. Hausse des cours. Depuis la dernière estimation de la CRE en 2024, ces cours ont drastiquement baissé sur les bourses d'échange. Les Français consomment moins d'électricité que prévu. Alors c'est vrai que l'hiver a été un peu plus doux, mais il y a aussi un paquet d'entreprises qui ont fermé. Et puis le parc nucléaire a retrouvé un bon niveau de production, les barrages sont remplis, tout le monde est content. Ainsi, tandis que la première évaluation de la CRE de juillet dernier, donc les prix de marché retenus pour la simulation flirtaient en moyenne autour de 174 € le mégawattheure, et bien finalement, ils étaient que de 63 € à la mise à jour de mardi. Donc il va falloir compenser. Voilà. Par conséquent, les charges engendrées par les contrats de soutien à la production d'énergie augmentent en conséquence à la fin de l'année 2023 et 2024. Dans le détail, cela renchérit de 5,9 milliards d'euros les charges de l'État liées au soutien aux énergies renouvelables, notamment pour le solaire photovoltaïque, le biogaz, l'éolien en mer, tandis que l'éolien terrestre, lui, rapporte encore 100 millions d'euros. Voilà, c'est complètement con, c'est dingue, donc ils veulent passer par des contrats privés qui géreraient cette fluctuation et cette volatilité sur le marché. Bizarrement, ça n'intéresse pas grand monde. Voilà, ici on nous rappelle aussi que le solaire coûte cher à l'État parce qu'il y a des contrats signés au début des années 2010 avec l'État à des tarifs à 600 € le mégawattheure, c'était 60 centimes le kilowattheure, essentiellement des contrats signés avec des particuliers. Ça avait coûté une fortune. Et ça continue à nous coûter une fortune, comme vous pouvez le voir. Donc quand les prix explosent, on paye. Quand les prix baissent, on paye. Parce qu'on a financé, il faut solvabiliser les énergies renouvelables. Et donc, on se retrouve dans cette situation ici, où cette part en bleu de fourniture liée essentiellement à l'envolée du complément d'énergie que les fournisseurs alternatifs vont acheter sur le marché. Donc ça avait explosé, ça doit maintenant se réduire, et effectivement ça va se réduire, mais puisque les prix baissent sur le marché, eh bien il faut compenser davantage pour les énergies renouvelables, et donc la partie grise ici va augmenter. Voilà. Pendant ce temps, comme je vous le disais, certaines entreprises continuent de couler à cause des prix d'électricité. On a ici l'exemple d'une pataterie dans la zone commerciale Carrefour, Nevers, machin. Les clients ont pu voir une affichette sur la devanture indiquant la crise du Covid plus l'inflation et enfin l'électricité plus de 400%. Fermeture définitive, finito. Une pataterie victime des coûts de l'électricité. Il y en a qui disent que c'est pas de la restauration, bon, ce ne sera pas le débat. Donc là, vous avez un peu le combo gagnant de ce qui s'est passé dans les entreprises en France, où effectivement il y a eu la crise du Covid, où il y a eu un premier choc, notamment dans la restauration. C'est très variable, hein. Il y a des restaurateurs qui s'en sont très bien sortis, il y en a d'autres qui ont tapé dans les PGE pour passer un cap, et qui se sont retrouvés ensuite à devoir payer les PGE au moment 2022, 2023, au moment où il y a l'inflation qui arrive. Et cette inflation, non seulement fait augmenter leurs coûts, ils payent certaines choses beaucoup plus chères, mais en plus, l'inflation a tendance à faire baisser le pouvoir d'achat des clients. Et à ce moment-là, aussi, en 2022-2023, l'électricité augmente. Les situations, là aussi, sont variables. Mais en gros, ils se retrouvent avec des dettes en plus, des charges en plus, des clients en moins. Forcément, il y a un effet de ciseau. Plus de charges, moins de rentabilité, moins de rentrée d'argent. Un paquet se retrouve aujourd'hui. Enfin, il y a une explosion du nombre de faillites d'entreprises ces derniers temps. Ici, on a par exemple un exemple avec les boulangers. 116 boulangers avaient fait faillite en janvier 2023. Pour certains, leurs factures ont été multipliées par 7, voire 12. Pour le seul mois de janvier, 116 ont fait faillite. Le pire chiffre depuis au moins 20 ans.
Donc il y a eu des conséquences assez importantes mais variables sur le tissu économique qui s'ajoutent à d'autres complexités, hein, la chute de la demande, l'augmentation de l'inflation, et puis l'arrivée des PGE que les entreprises ont dû payer. Mais pour les prix de l'énergie, donc des situations variables, ça dépend s'ils étaient éligibles ou pas au bouclier tarifaire, ça dépend aussi du moment où ils ont dû renouveler leur contrat. Certains avaient renouvelé des contrats pour 2 ans par exemple, mettons en 2021, donc ils sont tranquilles. Ça dépendait des contrats, parce que certains se sont mis au marché et se sont pris les évolutions plein la gueule, d'autres avaient pris des prix fixes, et puis ils se sont dit, ben c'est cool, 2021, 2022, 2023, je suis tranquille, et quand c'est le moment de renégocier mon contrat, la crise est passée. Mais d'autres ont dû renégocier leur contrat au pire moment, au moment où c'était le plus cher, et ils se retrouvent avec des contrats relativement merdiques, parfois avec des engagements sur 2 ans, et certains ont dû payer des sommes considérables pour se libérer de leur contrat d'énergie. Il y avait un mec qui avait même été poussé à la faillite parce qu'il avait dû renouveler son contrat au mauvais moment. Et puis les prix avaient baissé, il a voulu changer de contrat. Sauf qu'on lui a dit, il y a des frais de résiliation. Et il va falloir payer le manque à gagner pour l'entreprise, pour le fournisseur. Et le montant était tellement élevé, parce que ça se basait sur les prix de l'électricité proposés dans le contrat, les montants étaient tellement élevés que ça le poussait à la faillite. Enfin, c'était des trucs complètement cons. Donc les situations sont variables en fonction des contrats que les gens ont signés et du moment où ils ont dû renouveler leur contrat et trouver un nouveau fournisseur. Donc ça n'a pas été aussi catastrophique que prévu, aussi parce qu'il y a eu les boucliers tarifaires et que l'État a dépensé un argent considérable pour soutenir les entreprises et surtout pour payer les parasites qui servent à rien et maintenir en l'état ce fameux système, la loi NOM en fait, et le système de l'Arenh. Donc, on a payé cette espèce de raquette des fournisseurs alternatifs qui ont fait monter les prix par de la fraude, par de la spéculation. Aujourd'hui, la crise est passée, le nucléaire a redémarré. En ce moment, on a une bonne production d'électricité renouvelable, mais c'est conjoncturel, hein, c'est au petit bonheur la chance. Et puis en ce moment, les prix du gaz ont baissé, donc tout va bien, jusqu'au prochain problème. Qu'est-ce qui se passe si la production d'énergie renouvelable s'effondre à un moment où on en a besoin? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un nouveau problème sur le nucléaire, un nouveau problème sur le gaz? Eh ben, il se passera exactement la même chose que ce qui s'est passé en 2021-2022. Il y aura une réédition du merdier, mais pendant ce temps, le Parisien nous explique que c'est le moment d'en profiter. Des tarifs 20% moins chers, les prix de l'électricité baissent. Profitez-en. Retournez chez ceux qui vous ont volé. Après 2 années marquées par une flambée historique des prix, les marchés semblent avoir retrouvé un peu de calme, de quoi inciter les fournisseurs à proposer de nouvelles offres plus attractives. C'est le moment de comparer. Et ils vous ont fait un tableau avec l'UFC Que Choisir. Sans doute que l'UFC avait d'ailleurs fait quelques articles, il me semble, pour dénoncer les arnaques des fournisseurs alternatifs. Et donc maintenant, ils t'expliquent que tu peux retourner vers eux. Voilà, on a fait une offre avec je sais plus qui, là. Ils sont associés avec l'association, voilà, Octopus. Ils sont associés avec UFC pour proposer 130 000 souscriptions, une offre d'achat groupée d'électricité verte. L'électricité verte. 10% moins cher que le TRV. Donc une fois qu'ils ont bien fait péter le TRV avec leur connerie en fait d'aller acheter l'électricité sur le marché, d'augmenter considérablement leur demande d'Arenh et toutes sortes de magouilles, ils ont fait augmenter le TRV et ensuite, une fois que les prix ont chuté avant que le TRV ne soit renégocié puisqu'il est calculé sur les 2 années précédentes, eh bien ils viennent la bouche en cœur t'expliquer qu'ils sont moins chers que le TRV. C'est vraiment des bâtards. Des alternatives à étudier avec intérêt, plusieurs d'entre eux dépassent même le seuil symbolique des 20% d'économie proposés sur la facture annuelle par rapport au tarif réglementé, et par rapport à un tarif qui serait construit à partir des coûts de production de l'électricité en France. Il y aurait combien de réductions sur la facture? Est-ce qu'on en parle de ça, hein? Non, on va éviter. La comparaison ferait peine à voir. Donc on nous revend ce genre de connard en disant super, vous allez pouvoir faire des économies. À la suite de l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes en février, non, ça avait commencé dès 2021, et d'un faible taux de disponibilité des centrales nucléaires, le prix du mégawattheure est monté à des niveaux stratosphériques. La crise a été telle qu'un certain nombre de fournisseurs avaient même arrêté de vendre de l'électricité. Directeur général du médiateur de l'énergie, encore un type qui sert à rien et qui sert à constater le désastre. Voilà. Donc, on a des fournisseurs qui ne produisent aucune énergie, qui volent l'électricité à EDF quand ça les arrange,
ou sinon vont se fournir sur le marché quand c'est moins cher, hein, donc ils ne participent en rien au financement des moyens de production d'énergie. Lorsque les prix des énergies fossiles qui définissent le prix sur le marché où ils vont complémenter leur approvisionnement explosent, les prix se répercutent sur les factures et puis il faut aider tout le monde et ça engendre une dépense colossale d'argent public et les mecs se cassent. Voilà, on a arrêté de vendre de l'électricité, c'est plus intéressant pour nous. On arrête. Ah, vous en aviez besoin, c'est un besoin vital. Oh, bah on s'en fout, on s'en bat les couilles. Regardez ce qui se passe. Droit d'Arenh et faillite d'un fournisseur, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Alors on nous explique que les volumes d'Arenh alloués reviennent à EDF, d'accord, mais aussi EDF a été sélectionné comme fournisseur de secours en cas de faillite ou d'interdiction d'exercer d'un fournisseur. Les professionnels et particuliers sont rebasculés automatiquement chez EDF pour éviter la coupure de courant. Donc vous avez des fournisseurs complètement irresponsables, qui ne servent à rien, qui ne produisent rien, qui font de la facturation, qui font de la spéculation, qui vous proposent des prix bas pendant quelques années, puis oh bah il y a un problème sur les marchés, maintenant c'est plus cher qu'avant, on a été mal couvert, bah finalement on ferme. On a mal géré nos achats d'énergie, on avait tablé sur des prix bas pendant longtemps, puis finalement le gaz a explosé, l'électricité, le prix augmente, on peut plus vous fournir les contrats pour lesquels on s'était engagé, on a fait faillite, on n'est plus là. Voilà, terminé. Résultat, qui éponge les pertes? EDF. Donc le contribuable. Et on te dit dans cet article du Parisien, retournez vers ces gens, retournez dans ce système, profitez des 20% de baisse. Hein? Vous allez faire de considérables économies. Pendant combien de temps? Qu'est-ce qui se passe si on regarde sur 10 ans? Parce qu'effectivement, si on reprend ici ce qui se passe, par exemple, tiens, si on allait voir en 2016, j'ai pas été voir. 2016, on avait des prix très bas d'électricité. 20, 25, 35. Il me semble qu'il n'y a eu aucune demande des fournisseurs alternatifs pour acheter de l'Arenh, pour acheter de l'électricité à prix administré à 42 € en 2016, parce que les prix sur le marché étaient tellement bas que c'était pas intéressant. Donc on prend pas. On laisse EDF se démerder avec son électricité nucléaire qui est plus chère à ce moment-là que l'électricité produite par énergie fossile. Les fournisseurs alternatifs arrivent la bouche en cœur auprès des clients, regardez comme on n'est pas cher. Alors les gens signent, prennent des contrats, ils sont contents, ils font des économies pendant quelques années. Et puis quelques années plus tard, on se retrouve avec des prix qui sont plutôt, comme ici en 2022, 500, 600 € le mégawattheure, et les mecs se retrouvent ruinés. Et on est obligé de créer des boucliers tarifaires parce que sinon plus personne n'aurait pu acheter l'électricité. La quasi-totalité des entreprises aurait fait faillite, plus personne n'aurait pu payer ses factures. Qui peut se taper des x2, x3, x4, x5, x10 sur les prix de l'énergie dans sa vie quotidienne? Vous payez 1000 € d'électricité par an, ça passe à 10 000. Vous vous en sortez? Non. Donc, l'État a payé à la place des acheteurs. Et les fournisseurs alternatifs ont pris les finances publiques en otage et ils ont dit vous n'avez pas le droit de remettre en cause notre système puisqu'il est défini par une directive européenne. Vous devez maintenir de la concurrence. Seulement, si vous voulez qu'on continue à exister, on a des prix qui ont augmenté parce qu'on va acheter notre électricité sur les marchés. Il va falloir nous aider, il va falloir payer les factures. Donc comme les gens ne pouvaient pas payer, c'est passé sur les finances publiques. Et même quand ça leur convient pas, on a mal acheté notre électricité, on arrête, on vend plus, on n'est plus là. Donc déjà, ils sont irresponsables, mais en plus, c'est des escrocs parce qu'à tout moment, ils peuvent décider d'augmenter les prix de votre contrat d'électricité. Aujourd'hui, on vous vend du 20% moins cher, mais il y a la petite ligne qui dit, au fait, à tout moment, on a le droit d'augmenter les prix. C'est ce qui s'était passé chez Home Energy, où au début de l'année, on te vend un contrat très avantageux, à prix bas, on encaisse les quotas d'Arenh correspondants, et à la fin de l'année, on se rend compte que c'est très avantageux si tu pouvais dégager du portefeuille client pour qu'on puisse revendre nos quotas d'Arenh au prix du marché beaucoup plus élevé que le contrat qu'on a signé avec toi. Donc on dit aux clients, au fait, les malheureuses circonstances font que nous devons augmenter le prix qu'on vous avait promis. Ah, c'est trop cher pour vous, vous allez ailleurs, c'est dommage. Et comme ça, ils se retrouvent avec des quotas d'Arenh libres qui peuvent vendre sur les marchés plus cher. Voilà. Ils font de l'argent. Et ce qui est drôle, c'est que ce client qui se sera fait virer de Home, il dira je retourne chez EDF. Et EDF, il devra acheter des contrats d'électricité pour couvrir ce nouveau client. Et il l'achète au fournisseur alternatif qui l'a viré. Bon, on commence à connaître la combine, quoi. Donc c'est des escrocs, c'est de l'arnaque, et tout ça est promu par le Parisien. Allez faire des grosses économies chez les fournisseurs alternatifs. Qu'est-ce qui se passerait dans un monde merveilleux où les gens seraient informés et prendraient des décisions rationnelles et se diraient puisque ces gens ne servent à rien, on va tous rester chez EDF et on va enculer la Commission européenne.
on n'en veut pas en fait de vos merdes de contrats. On va rester tous chez EDF. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de fournisseurs alternatifs. Qu'est-ce qui se passe? Ce serait drôle. Ils peuvent toujours faire une directive avec toute une architecture de marché, de loi NOM et compagnie. Si tout le monde reste chez EDF, puis dit on va rester au TRV, et puis on va payer ce que l'on doit payer pour l'énergie, pour en avoir une stable, fiable, décarbonée, et puis ça nous convient. Qu'est-ce qui se passerait? Parce qu'il y a encore une autre affaire avec ça, c'est que nos fournisseurs alternatifs, ils nous cassent les couilles toute la journée au téléphone pour qu'on achète leur merde. Ce qui d'ailleurs crée des opportunités d'escroquerie. Alors là, c'était pas des fournisseurs alternatifs, mais il y a un vaste réseau de démarchage frauduleux. Des gens qui rentraient chez les gens au prétexte de démarchage, en fait, et se faisaient passer parfois pour des fournisseurs d'électricité, et ils en profitaient pour récupérer les données des gens. Mais sans même aller dans ces... ça crée des opportunités d'escroquerie. Mais en plus de ça, ces fournisseurs alternatifs nous cassent les noix au téléphone continuellement. C'est du harcèlement. Vous en avez tous. C'est de la pollution, à tous les niveaux. Et dernier stade de la pollution, le financement du nucléaire. Là, je vous ai montré 2016. Quand vous avez des prix qui sont bas sur les marchés, vous n'avez pas intérêt à avoir de l'électricité nucléaire. D'ailleurs, les fournisseurs alternatifs ne demandaient pas les quotas d'Arenh à ce moment-là. Il y a un moment où, pour des X raisons, l'énergie fossile ou l'abondance d'énergie renouvelable fait que l'énergie est moins chère. Mais c'est conjoncturel. Peut-être quelques mois, peut-être 1 an ou 2. Et puis, régulièrement, vous avez l'explosion de ce système par le fait qu'il y a un problème sur les énergies fossiles. Et tout d'un coup, les prix d'électricité explosent. C'est ce qui s'est passé avec le scandale Enron, ce qui s'est passé au début des années 2000, quand il y a eu un premier essai de libéralisation du marché de l'électricité qui était réservé aux entreprises. Problème sur le fossile, pouf, tout le monde était retourné chez EDF. C'est pour ça d'ailleurs que la Commission avait râlé, Commission européenne, et qu'on était arrivé au système de la loi NOM. Donc le même problème, la même cause, elle a créé le même problème, c'est ce qu'on a aujourd'hui en 2022, et on reste encore dans ce système, donc ça va se reproduire. Et pendant ce temps, on se demande comment on va pouvoir financer l'installation de nouvelles centrales. Parce que vous avez des prix qui font le yo-yo. Le problème, c'est que le nucléaire demande du temps. Il faut investir sur 10-20 ans pour former des gens, construire les centrales, les exploiter. Donc l'énergie nucléaire n'est pas le meilleur marché à tout instant, mais elle a le prix le plus bas sur le long terme. Si vous regardez à 10 ans, 20 ans, 30 ans, l'énergie nucléaire est le plus avantageux. Après, vous pouvez avoir des pics à la baisse, quand les énergies fossiles sont peu chères, et là tu as toujours un connard pour dire « Regardez le coût exorbitant du nucléaire, il faut changer de système, utilisons le gaz. On a du gaz russe pas cher en ce moment. » Et si on dépendait tous du gaz russe, c'est intelligent. Donc aujourd'hui, EDF est confronté à des problèmes de financement, parce que soit les fournisseurs alternatifs lui prennent son énergie à 42 € le mégawattheure, qui est un prix trop bas pour pouvoir financer durablement des investissements dans le nucléaire, parce que c'est en dessous du coût de production, soit les fournisseurs alternatifs ne sont pas intéressés par l'énergie nucléaire, parce qu'à ce moment-là, les énergies fossiles sont moins chères. Donc comment est-ce qu'on fait pour investir dans des moyens de production fiables, durables et décarbonés que sont le nucléaire quand vous avez une telle volatilité sur le marché de l'électricité? Vous ne pouvez pas. Et ça va être d'ailleurs un problème avec EDF d'ailleurs. Écoutons ça. Donc c'était le 29 juillet, on constate que les prix sur le marché de l'électricité s'abaissent, mais pas sur les factures. Porté par le regain de la production nucléaire, l'énergéticien a publié des résultats en hausse, plus 21% sur un an de son bénéfice net entre janvier et juin. Seulement, EDF dit s'attendre à ce que la baisse des prix de l'électricité sur les marchés pèse sur les résultats de fin d'année, d'autant plus que le futur gouvernement pourrait bien durcir les règles pour que la facture des Français baisse. Mathieu Pechberti. Après 2 mois de campagne électorale autour des prix de l'électricité, EDF commence à sentir le vent tourner. Même le gouvernement a reconnu que les tarifs n'avaient pas assez baissé et a demandé à l'électricien un effort pour les industriels les plus énergivores. La prochaine coalition risque de s'attaquer à la régulation des prix. Déjà, le nouveau Front populaire propose leur blocage et le Rassemblement national une baisse de la TVA. Voilà, donc là on a quand même le trio gagnant. Le gouvernement demande, le fameux Bruno demande. On demande un effort pour les entreprises les plus énergivores. Et puis vous avez l'opposition clownesque qui ne sert à rien, qui d'un côté demande le blocage des prix à ce niveau-là, là au niveau du TRV au plus haut, alors qu'il devrait baisser, vous voulez vraiment bloquer les prix? Bon, à quel niveau vous voulez les bloquer? Et de l'autre, donc, on a le RN qui veut simplement une baisse de la TVA, mais
On n'a rien changé au système. Aligner comment le prix de vente sur le prix de production, non, on va pas faire ça. Alors continuons, parce qu'après c'est drôle. Le PDG d'EDF tente de prendre les devants. Il a prévenu vendredi dernier que l'accord passé avec l'État en fin d'année dernière n'avait pas vocation à changer. Il a aujourd'hui les mains libres pour fixer ses prix avec les entreprises à travers des contrats de long terme. Sa crainte que le prochain gouvernement ne lui impose un prix fixe pour vendre son électricité nucléaire. La France a d'ailleurs déjà obtenu de la Commission européenne le droit de le faire. Luc Rémont a toujours refusé ce schéma qui contraint les marges de manœuvre financières d'EDF, alors que ses investissements, a-t-il rappelé, s'élèvent à 25 milliards d'euros par an. On a vraiment le cocktail complet où Bruno Le Maire est allé lever le doigt auprès de la Commission européenne pour savoir s'il peut fixer les prix pour les entreprises à travers EDF. Bon. La souveraineté nationale en prend un coup, comme d'habitude. Donc on a EDF qui essaye de financer de manière stable son nucléaire en passant des contrats de long terme avec des entreprises qui, en échange d'un prix relativement modique et surtout stable, va leur acheter de l'électricité nucléaire. Parce que EDF doit financer la construction de nouvelles centrales, mais tout en donnant son électricité à prix cassé à des fournisseurs alternatifs, sans vendre trop cher aux particuliers, sans vendre trop cher aux entreprises, sans rien, quoi, en fait. Donc tu vas construire des centrales nucléaires, puis tu auras un prix de vente inférieur à ton coût de production parce qu'on l'a décidé par démagogie, parce qu'on considère que les prix n'ont pas assez baissé. Tu seras le relais du pouvoir d'achat des Français. Ce serait extrêmement simple de regarder les coûts de production de l'électricité en France, de regarder les coûts aussi d'investissement pour renouveler le parc nucléaire et pourquoi pas l'augmenter. C'est pas forcément débile, surtout quand on prévoit d'avoir plus que des voitures électriques à partir de 2035. Il faudrait quand même une électricité décarbonée et surtout importante, et stable, et fiable, et tout ce qu'on veut. Ça se calcule très simplement. Tu fais un plan, tu étales ensuite les coûts sur la période pertinente, 30 ans, 40 ans peut-être, tu divises et puis tu as un prix. Terminé. Mais non, on va créer une usine à gaz, et puis ensuite on fera une autre usine à gaz pour compenser la première, et ça n'en finit jamais. Ça n'en finit jamais. En attendant, les conneries vont continuer. En France, les prix de marché de l'électricité resteront déterminés par ceux du gaz, complètement cons, lunaires, à licencier. Ces gens sont à licencier. Les prix d'électricité sur le marché de gros devraient être déterminés par les prix du gaz l'essentiel du temps entre 2025 et 2035, même lorsque l'Hexagone n'en a pas besoin. Or, les cours de ce combustible fossile s'avèrent imprévisibles, ce qui pourrait se ressentir sur les factures. Alors, on nous avait dit qu'il allait y avoir une réforme du marché de l'électricité, et puis à partir de 2025 ou 2026, le système de l'Arenh allait être supprimé, réformé, on va faire tout autrement. Bruno qui avait dit qu'il faut absolument que le prix d'électricité soit aligné sur les coûts de production en France parce que c'était complètement con le système actuel, et qu'il fallait même s'entendre en dehors du système européen entre pays qui sont déjà d'accord pour pouvoir avancer. Parce que c'était urgent et on n'avait pas le temps de respecter le cadre européen pour s'entendre. Donc le mec était en train de promouvoir le Frexit. Ça, je vous l'avais montré plusieurs fois, cet extrait, il est formidable. Cela promet de relancer les débats sur les prix de l'énergie, même si d'ici 2030, la France n'utilisera pas ou très peu de combustibles fossiles pour produire son électricité. Le prix de celle-ci sur le marché de gros où les fournisseurs et certains grands consommateurs industriels s'approvisionnent dépendra toujours du gaz, du charbon et du CO2, l'essentiel du temps. C'est bien la peine d'avoir une énergie décarbonée à base de nucléaire et de barrages. C'est en tout cas ce qu'affirme le gestionnaire du réseau RTE. En analysant l'équilibre offre-demande selon différents scénarios, l'organisme conclut en effet que l'architecture actuelle des marchés de l'électricité conduit structurellement à une forte volatilité des prix jusqu'en 2035, qui n'ont pas de raison de correspondre aux coûts de production français. Voilà. De temps en temps ce sera trop bas, de temps en temps ce sera trop haut. Et puis tu te démerdes pour financer des investissements à coups de milliards qu'il faut étaler sur 30 ans, qui n'ont pas une très forte rentabilité. Personne ne veut investir. Il y a Total bientôt qui va se mettre sur les rangs du nucléaire, mais il faut leur donner du fric. Ça, c'est comme pour les énergies renouvelables. Il faut leur garantir qu'ils vont gagner de l'argent, sinon ils n'y vont pas. Dans sa trajectoire de référence, ceux-ci sont même couplés au gaz plus de 75% du temps à moyen terme, alors même que la production d'électricité française sera assurée à plus de 95% par des moyens décarbonés, renouvelables et nucléaires, et caractérisés par un faible coût variable. Dingue. Complètement débile. Ça, c'est une phrase incroyable. Donc des cours qui restent très volatiles, sensibles aux chocs géopolitiques, aux politiques climatiques.
Ce qui aura un impact indirect sur les factures des Français, étant donné que le tarif réglementé de vente d'EDF sera calculé sur la base du marché de gros dès 2026. C'est déjà le cas. Alors peut-être qu'ils vont encore changer le mode de calcul et ce sera encore davantage aligné sur le prix du marché de gros, mais ce serait complètement con, quoi. Voilà, on nous parle ici des échanges transfrontaliers, du fait que les fournisseurs alternatifs achètent de l'électricité sur le marché, parfois à des entreprises européennes, voilà, qui sont interconnectées à la France, et qui, elles, utilisent du gaz, du charbon, voilà. Les Français se tourneront vers l'électrique afin de délaisser le pétrole et le gaz et le charbon, comme le prévoit RTE, et plus ce phénomène risque de s'amplifier, donc que les prix s'alignent donc sur le coût d'activation de la dernière centrale, et donc en voulant se passer du pétrole, du gaz, et en allant sur l'électricité, on va se retrouver avec des prix de l'électricité de plus en plus corrélés au prix du gaz et du charbon. C'est merveilleux. Dès lors que la consommation commence à s'infléchir à la hausse de manière significative pour répondre aux défis de la décarbonation et de la réindustrialisation, les prix de gros peuvent atteindre des niveaux élevés, au-delà de 100 € le mégawattheure, peut-on lire, et pour cause, l'augmentation de la demande exigera de mettre en route des centrales à gaz ou au charbon pour ne pas se retrouver en blackout. C'était Enron qui faisait des chantages au blackout pour faire payer des fortunes, des 2000 € le mégawattheure, 2000 $, pour fournir de l'énergie. Ils faisaient du chantage. Volatilité extrême. Au contraire, à certaines heures de la journée, le phénomène inverse peut survenir. Si la consommation d'électricité ne repart pas à la hausse, comme c'est le cas actuellement, l'offre risque d'être régulièrement excédentaire par rapport à la demande, ce qui entraînera des périodes de prix bas, voire négatifs, puisqu'aucune centrale fossile ne devra être appelée pour faire la pointe, et on aura même trop d'énergie. De fait, puisque l'électricité ne se stocke pas à grande échelle, les prix peuvent tomber en dessous de zéro en période de forte production d'électricité renouvelable et de faible demande. Le fonctionnement actuel des marchés peut conduire à des alternances entre des périodes de prix bas dans lesquelles les coûts totaux du système électrique ne sont pas couverts et des périodes de prix hauts menant à des revenus les excédant largement. Et c'est là qu'on va dire on va taxer les surprofits. Reste à savoir comment réguler ce marché. RTE, lui, ne se prononce pas sur les voies et moyens, mais évoque l'option d'un retour à l'acheteur unique. Ce système qui avait la préférence de la France il y a une trentaine d'années. Un gestionnaire public, qui pourrait être EDF ou RTE, procéderait à des appels d'offres et négocierait des contrats de long terme avec les différents producteurs. Les prix s'aligneraient alors sur le coût marginal à long terme et non sur les coûts variables à court terme, ce qui permettrait de lisser les coûts dans les tarifs payés par les consommateurs. Pour l'heure, cependant, le gouvernement français l'écarte et pour cause, EDF s'oppose mordicus à un encadrement poussé du marché et donc de ses tarifs qui s'envoleront si les prix de marché augmenteront. Je suis pas sûr que EDF soit bien gagnant sur la volatilité des prix de l'électricité et notamment quand les prix s'envolent puisque des fois ils sont appelés à compenser les pertes. Ils ont fait 8 milliards de pertes à cause des décisions du gouvernement qui leur a ordonné de racheter de l'électricité pour la donner aux concurrents. Est-ce qu'il vaut mieux pas avoir un modèle stable, pépère, bon. Surtout que maintenant c'est une entreprise publique à 100%, EDF. Peut-être que certaines choses m'échappent. Donc le système reste complètement con et identique, et on est à la merci de la moindre variation des prix sur le gaz et le charbon, des enjeux géopolitiques, des enjeux climatiques, des aléas de la météo. Mais là, demain, il peut y avoir un événement, je sais pas, une guerre au Moyen-Orient, je sais pas, il n'y a pas un truc qui se prépare entre l'Iran, Israël et compagnie. Un problème peut-être aussi de sous-investissement dans le gaz de schiste américain, ou une pénurie de gaz quelconque. Ça peut arriver dans 20 ans, 30 ans, comme la semaine prochaine, et le bordel peut recommencer. Et à tout moment, vous avez pris votre contrat chez votre fournisseur alternatif préféré, proposant 20% de moins que le TRV, c'est génial, et vous pouvez vous faire virer de votre contrat, parce que l'entreprise a coulé. C'est trop cher, c'est plus rentable pour nous, on n'a pas d'obligation. Allez, on n'est plus là. Ils peuvent faire augmenter vos prix, ou alors vous êtes au marché, et donc le marché augmente et votre tarif augmente. Voilà. Et entre-temps, comment est-ce qu'on va financer le développement de moyens de production concrets ? On ne sait pas. On est trop préoccupé à s'en foutre plein les poches et à rien branler. Donc le problème va se reproduire. Ce n'est qu'une question de temps. Ouais, on va couler une grande dalle en béton. Il n'y a plus que ça à faire. Couler une grande dalle et recommencer. Repartir de zéro. Parce que là, on est vraiment cerné par les débiles mentaux. Donc ce serait simple d'avoir un prix de l'électricité faible sur le long terme. Pas forcément de manière conjoncturelle, mais en prenant en compte les coûts de production du nucléaire, enfin de l'énergie en France, tu rajoutes une petite prime
pour financer le développement de nouvelles centrales. Et puis voilà, tu as ton prix de l'électricité. Mais non, on va faire toute une usine à gaz pour subventionner les énergies renouvelables, pour subventionner les fournisseurs alternatifs. Et puis comme on ne veut pas de la volatilité, après on met tout un tas de passe-droits, de contrats, de boucliers tarifaires, d'inventions bureaucratiques et administratives à n'en plus finir, qui sont totalement indispensables et facultatives. Et on paye des gens à régler des conneries que d'autres gens déjà payés par le contribuable ont fait. Enfin, c'est sans fin. Sans fin. Et au bout de 2 ans d'un désastre absolu sur les prix de l'électricité, que ce système nous a complètement pété à la gueule, il y a eu des faillites, et il y a eu des gens qui ne pouvaient plus se chauffer, qui ne pouvaient plus s'éclairer, peut-être même. Ça a surtout créé une augmentation considérable de l'endettement public qui va nous sauter à la gueule là, après les JO et surtout pour la négociation du budget. La France est en train d'être mise sous tutelle de l'Union européenne en grande partie à cause des boucliers tarifaires sur le gaz et sur l'électricité, et les types ne changent rien. Aucune remise en question. Voilà. Et ils se contentent de demander, peut-être, oh, faudrait baisser les prix maintenant. C'est des gens qui veulent pas bosser. C'est Bruno Le Maire. Ils sont au courant, hein. Ils trouvent que c'est débile, ils le disent que c'est débile. Mais ils veulent rien changer parce que derrière, il y a des directives européennes, et il y a le grand gris-gris du saint marché européen, et voilà. Et ils veulent pas admettre leurs conneries. Bruno, il était ministre du gouvernement qui a mis en place la loi NOM. Il va pas revenir 10 ans plus tard en disant c'était vraiment un désastre. Qu'est-ce qu'on était cons. Non, il faut faire quelques petits ajustements, il faut renégocier, voilà tout. Ils veulent pas assumer leurs conneries et puis ils veulent pas prendre de responsabilité. Bref, je pense que ça va être l'heure du dodo. Il est bientôt 4h du matin. Je vous invite une fois de plus à aller faire un tour sur notre merveilleuse boutique zoneartisanale.com. Il y a régulièrement des nouveautés, vous pouvez aller directement dans l'onglet avec des sirops, des tisanes, les plats préparés qui sont arrivés, quelques liqueurs aussi. Je vous laisserai découvrir tout ça. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à bientôt pour de nouvelles singeries. Et puis je vous invite à aller soutenir la chaîne sur Tipeee, à vous abonner à la chaîne, à vous abonner sur Twitch. Faisons actuellement des directs très tôt le matin. Bonne journée à tous, bonne matinée à tous, et puis à bientôt.